à tous, nous profitons de la montée des eaux pour parler encore de cette question écologique. Ce soir, pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Franck. Il est directeur des opérations de Wildlife Works Carbone et nous sommes dans les Maïndombe, plus précisément à Inongo. Nous le recevons dans quelques instants. Écran vert, le portrait. Né en 1968 à Dakar, Franck est d'abord un Kinois de cœur pour avoir passé une grande partie de son adolescence au Zaïre. Il parfait ses études à l'Institut international de commerce et de développement 3A de Lyon en France, où il suivit également des cours d'ethnologie, sociologie et économie appliquée à l'Afrique. Cette formation, déjà prédestinée à sa carrière professionnelle, lui permit de relever dès le début les défis des postes difficiles, tels que la direction de la société d'Elmas, ex-DV en Ouganda, un pays en sortie des guerres civiles. Le succès de cette première mission se transforma en une affirmation professionnelle pour l'Afrique, retour aux Zaïre, début 90, puis chef d'escale Maersk, Lines à Libreville, chef transit à Conakry, directeur logistique du grand projet minier de Geita pour AIMS, puis pour Borg, puis au Kenya, Cameroun et chef de projet au Tchad pour la démobilisation du projet Route d'Exxon, chef de projet, puis directeur pays à Bamako pour le compte d'une société d'exploration minière australienne. Franck posa ses valises début des années 2000 à Mombasa, où il dédia son travail à une société régionale dont il créa et dirigea la branche humanitaire et services gouvernementaux pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, ayant basé sa famille en Australie occidentale, Franck repart sous le chemin des brousses avec Wildlife Works Carbone, une société qui évolue dans l'espace crédit carbone depuis plusieurs années et dont les succès des dernières années appellent à une internationalisation de leur système vérifié de protection de la biodiversité à travers le développement d'une empreinte communautaire unique. Ce sont ces systèmes, en tant que directeur des opérations globales, que Franck entreprend d'en dupliquer la structure tout en l'adaptant aux réalités locales, aux réalités sociales, économiques, géographiques, institutionnelles du terrain, Kenya, Laos, Cambodge, bassin amazonien. Voici maintenant l'histoire de Era Congo. Monsieur Franck, bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous sommes dans les Maïndombe. Comment vous vous sentez déjà? À la maison. J'ai grandi à Kinshasa. J'ai grandi dans un pays qui à l'époque s'appelait le Zaïre, où mon cœur est resté. Et le retour dans le bassin du Congo est pour moi un moment très émotionnel. Il fait extrêmement chaud et c'est la chaleur qui vous accueille. Il fait chaud, mais il fait beau. La petite brise est là et on voit les eaux majestueuses du lac Maïdombe qui ressemblent à mon souvenir d'enfant. Aujourd'hui, vous êtes en RDC. Pour quel objectif? Alors, c'est au sein d'une société qui s'appelle Wildlife Works Carbone, dont le siège social est à San Francisco, qui, il y a déjà de ça 22 ans, a développé un projet au Kenya, un projet qui est né de la vision et de la passion d'un homme qui s'appelle Mike Korshinsky, notre président, et qui a voulu apporter des solutions à la biodiversité, à la protection des espèces, à la protection des environnements. Et ce projet a évolué pendant les 22 dernières années jusqu'à aujourd'hui être le projet phare, non seulement de Wildlife Works, mais une référence au niveau international quand il s'agit des projets REDD+, donc des projets de crédit carbone. Le projet de Rukinga et Kassigao est souvent cité comme exemple à suivre. Et c'est cette motivation qui vous a aussi amené en République démocratique du Congo? Alors tout à fait. Il y a de ça quelques années, avec l'avènement donc des mécanismes de crédit carbone, nous avons pu nous étendre au sein de la société et proposer des systèmes qui marchaient bien pour le Kenya. Donc proposer d'étendre et de dupliquer ces systèmes à d'autres environnements qui en avaient besoin. Le premier fut, le Congo, fut de s'associer avec le travail phénoménal qui a commencé déjà à être fait par Era Congo.
Et donc, en partenariat avec ERA Congo, nous proposons de développer ces systèmes pour le bien-être de la vie sauvage, de la biodiversité et surtout des communautés. À travers le projet Red Plus Mai-Ndombe. Alors, vous avez commencé votre première étape de visite par Lobeke. Vous avez visité l'école après avoir mis plus ou moins 1 heure de navigation. C'était quoi votre appréciation en arrivant sur le terrain? C'est un projet très difficile. C'est un projet dont tout de suite on s'aperçoit de la difficulté des chaînes d'approvisionnement. Pour apporter du matériel dans l'environnement de Mai-Ndombe, on fait face à un premier problème qui est des chaînes d'approvisionnement totalement dysfonctionnelles. Moi-même, je suis logisticien de métier et je me rends compte ici des difficultés qu'on a pu rencontrer il y a de ça 100 ans pratiquement. Et donc, en arrivant dans ces premiers villages très reculés, au sud du lac Mai-Ndombe, on a pu voir 3 villages. Et au sein de ces villages, on a pu voir une évolution donc des constructions d'écoles dans ces 3 villages. Un premier village où on voyait une école qui avait commencé, dont les toits étaient déjà mis en place, qui permettait déjà aux enfants de pouvoir étudier même assis par terre. Un deuxième village où on voyait les crépis qui étaient déjà mis en place. Un troisième village où la peinture était mise en place, les tableaux étaient mis en place, les professeurs étaient mis en place. Et de retour sur Inongo ce soir même, nous pouvions voir une baleinière qui apportait donc les bancs pour les étudiants, pour les premières et deuxièmes d'école. Donc vraiment une solution et des solutions assez rapides. Lorsqu'on voit ces infrastructures en phase, définition, mais occupées déjà par les enfants, c'est quoi l'idée qui vous passe en tête tout de suite, vous en tant que directeur des opérations? Je pense qu'ici, plus qu'ailleurs, on voit un contraste très impressionnant entre un environnement précaire et un besoin d'éducation important pour pouvoir sensibiliser les communautés locales à ce qui se passe dans le monde, à être éduquées et surtout avoir un espoir. L'espoir d'un jour de peut-être arrêter de cultiver du manioc pour peut-être un jour être pilote, être comptable, être biologiste, être agronome. Et je pense que ces idées-là sont très bien implantées dans l'esprit des enfants et voire plus dans l'esprit des parents. Vous êtes allé aussi voir les pygmées à Nkita. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre visite ou de vos échanges avec cette population aujourd'hui? La visite de Nkita a été la visite phare. C'est un voyage qui m'a pris 5 jours pour venir ici. J'ai traversé des milliers et des milliers de kilomètres pour finalement arriver à Nkita. Et en arrivant à Nkita, j'ai l'impression d'être arrivé dans le paradis originel, une forêt luxuriante, des gens qui vivaient traditionnellement, mais qui embrassaient avec grand cœur les développemps éducatifs que ERA Congo et Wildlife Works ont mis à leur disposition. On est arrivé donc à Nkita, on s'est fait bercer par les chants des enfants, des chants qui avaient été créés spécialement pour ERA Congo. Et on sentait la joie, on sentait le bonheur. Et ensuite, j'ai discuté avec quelques professeurs sur la teneur des programmes éducatifs. J'étais très surpris par la complexité des programmes et très plaisamment surpris. Alors, on va prendre l'éco-découverte, on se retrouve juste après. Éco-découverte. À chaque saison, sa particularité. Nous sommes en mission pendant la période pluvieuse dans la province de Mai-Ndombe. Sur les lacs, c'est un autre décor qui se dégage. En pleine crue, le lac Mai-Ndombe offre une autre image. Les forêts marécageuses reviennent avec force sous les ciels bleus, envahies des éperviers en partie.
La montée en puissance des eaux en ces périodes est à l'origine de plusieurs maladies. Ici, sur la rivière Bolongololé, les constructions sur pilotis sont la plupart sous les eaux. C'est à peine qu'on peut apercevoir la paille de certaines constructions sous menace de la crue. Vous avez visité quelques jardins qu'on appelle les jardins d'expérimentation avec de nouvelles sémences, de nouvelles cultures vivrières. Vous êtes directeur des opérations. Il y a certainement des idées qui vous passent en tête. Il y a certainement des matières à réflexion que vous tirez par rapport à votre visite sur terrain. En fait, les schémas de développement d'intensification agricole sont assez simples. Ici, surtout dans le bassin du Congo, il se situe sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la culture vivrière. Ensuite, on a la culture maraîchère, qui permet donc la naissance du commerce local. Et ensuite, les cultures d'exportation. Au niveau des cultures vivrières, l'effort de Hera Congo et Wildlife Works s'est porté sur une intensification des produits locaux. On a parlé beaucoup de cassava. On a parlé de différentes formes de cassava qui ont été importées du Bas-Congo et qui permettent de produire entre 6 fois et 10 fois plus de produits pour le même labeur. Donc ça, c'est vraiment important et c'est une dimension qui a été très bien acceptée par les populations. Donc culture vivrière. Au niveau de l'intensification agricole, il y a la partie maraîchère qui est importante, puisque avec la partie maraîchère, il y a aussi la naissance du commerce à travers les marchés. Donc, on produit, ils ont commencé à produire avec Hera Congo et Wildlife Works certains produits comme les oignons, les tomates, les aubergines, le piment. La pomme de terre. La pomme de terre, qui sont pas foncièrement traditionnelles, mais qui permettent 2 choses. D'une part, d'avoir une agriculture plus spécialisée, avec des paysans mieux qualifiés, avec un suivi un peu plus important que les cultures traditionnelles. Donc c'est très important. Et la deuxième, ça permet donc de vendre et d'échanger ces cultures maraîchères donc sur le marché, et donc de créer une économie locale qui, à l'époque, existait peu ou n'existait pas. Et le troisième volet important de l'intensification agricole, c'est donc la naissance des cultures d'exportation. Et là, je pense qu'on va englober une grande partie qui va prendre je voudrais prendre l'exemple du miel. Je voudrais prendre l'exemple du miel, qui est pas forcément une production naturelle, mais qui au jour d'aujourd'hui a été encore une fois très accepté et bien embrassé par les communautés locales, notamment les communautés pygmées, qui sont devenues maintenant des producteurs importants, très qualifiés de miel de très bonne qualité. Apprenons tous à faire quelque chose pour sauver la planète. On se retrouve juste après. Éco-créativité.
Franck, parlant de l'éducation qui est considérée comme étant le socle même du développement de la contrée aujourd'hui, Wildlife Force Carbone a pris les communautés aussi avec la remise des uniformes. Question de permettre à toutes les familles d'être au même diapason. Bon, vous avez vu qu'il y avait des enfants qui partent à l'école sans uniforme, qui partent à l'école pieds nus. Qu'est-ce que ça vous a dit tout de suite? Voilà, donc vous m'avez entendu parler plus tôt, hier d'ailleurs, de passion. Et la passion d'un groupe d'hommes, et je veux nommer Jean-Robert ici et son équipe, qui sont vraiment passionnés à développer et à apporter leur contribution donc, au développement local pour la protection de la biodiversité et évidemment de ça. Donc on a parlé beaucoup de passion. Je pense qu'au niveau communautaire, il faut aussi regarder un effet en aval que j'appellerais la dignité. Je pense que la dignité, c'est probablement l'aspect émotionnel le plus important des communautés. L'uniforme est une représentation digne de tous ces enfants, quel que soit leur milieu social, quel que soient les familles ou les clans. On voit des Bantous avec des Pygmées dans les mêmes écoles, tous sous le même uniforme, tous très dignes. Et avec la dignité vient l'espoir. Donc l'espoir partagé par les enfants et surtout par les parents de voir leur progéniture un jour peut-être devenir comptable ou devenir biologiste. Des personnalités politiques aussi. Donc on comprend que c'est aussi une autre façon de lutter contre la discrimination même à un certain moment. Tout à fait. Les uniformes ont un effet fédérateur des différentes couches sociales qui existent, des couches sociales et des couches ethniques qui existent donc au sein de Mai-Ndombe. Nous allons aussi parler de la biodiversité, nous allons parler de la conservation qui est même le créneau aujourd'hui de la société Wildlife Force Carbone. Dans ces provinces de Mai-Ndombe, l'on nous signale une présence très remarquable des éléphants aujourd'hui. Une façon de célébrer au fait les efforts déployés dans ce secteur de la conservation de la nature aujourd'hui. Tout à fait. Je pense que ça, c'est vraiment le résultat escompté. C'est plus que le résultat escompté. Les efforts de Jean-Robert, de son équipe, les efforts de Hera Congo et de Wildlife Works portent leurs fruits. On le voit déjà, alors qu'on n'escomptait pas ça avant quelques années à venir. On le voit déjà. On est passé il y a quelques années d'une poignée d'éléphants à aujourd'hui une centaine d'éléphants. Alors, c'est vraiment un succès parce qu'avec les éléphants, il y a les pangolins géants, il y a les bonobos, il y a toute une biodiversité importante qui s'épanouit. Et je pense que ceci a deux causes principales et une conséquence. Les deux causes principales sont la réalisation de la part des animaux sauvages que la parcelle de Hera Congo Wildlife Works est devenue un sanctuaire de paix, un sanctuaire qui attire les animaux et les animaux donc en migration. Donc on voit, et je discutais avant avec notre chef biologiste, Monsieur Mathieu, qui me montrait sur une carte donc deux groupes d'une centaine d'éléphants donc qui se dirigeaient vers Kisengele. Donc très important. Première cause. Deuxième cause, le rythme de reproduction des grands mammifères souvent est stoppé ou réduit par un environnement très stressant. Le fait que nous avons réussi aujourd'hui au sein de la société à créer un sanctuaire de paix permet donc à ces animaux, non seulement les éléphants mais d'autres animaux, à se reproduire plus fréquemment. Et on va voir, à mon avis, dans les années qui suivent, vraiment une émergence, une effervescence même des animaux sauvages. Donc ça, ce sont les deux causes. Mais il faudra d'abord commencer par la sécurisation. Par quoi est-ce que vous allez commencer? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place comme système de surveillance? Voilà, alors il n'y a qu'une seule chose qui arrête l'éléphant, c'est la barrière électrique. Et donc, vu l'ampleur du projet, vu la complexité de la forêt, la barrière électrique, donc on ne peut pas même envisager une telle solution. Et là, je crois qu'il faut faire référence à la communication entre les différents projets de Wildlife Works au monde. Et je pense notamment à celui du Kenya, où à l'époque, quand ils avaient commencé, moi-même j'avais commencé avec eux il y a 22 ans,
on avait une centaine d'éléphants dans ce couloir de migration. Et aujourd'hui, j'y étais encore il y a 2 semaines, on a décompté plus de 2000 éléphants. Donc, comment protéger les champs communautaires qui se situent donc à l'orée de cette forêt? Et grâce à Wildlife Works donc au Kenya, des systèmes relativement traditionnels ont été mis en place et qui marchent très très bien. C'est quoi cette expérience? Alors, ces systèmes sont pas uniques. C'est un système combiné de 4 facteurs. Le premier facteur, c'est d'entourer les champs de ruches suspendues tous les 7 mètres et reliés par une corde. Quand l'éléphant arrive, touche la corde, bouge la ruche, les abeilles sortent et les éléphants craignent beaucoup les abeilles. Donc ça, c'est vraiment un moyen de déterrent très important, mais pas suffisant, notamment la nuit. Ce que nous faisons aussi, nous avons développé un concept avec les villageois de faire macérer du piment avec de l'huile végétale. Donc on met beaucoup de piment dans de l'huile végétale et ça crée donc une mixture qui sent très fort et qui goûte très fort. On fait macérer dedans des étoffes à peu près 3 semaines. Et ensuite on pend ces étoffes sur ces cordes qui relient les ruches et les éléphants qui n'aiment pas le piment puissent le sentir. Donc il y a un aspect d'abeille, de toucher, un aspect olfactif. Et le troisième aspect combiné que nous avons développé, il s'agit du bruit. Donc l'idée en fait c'est de couper un certain nombre de tôles, de suspendre ces tôles donc aux cordes. Quand les éléphants arrivent, ils entendent donc un bruit métallique qui n'est pas habituel aux forêts et évidemment le craignent et s'en vont. Et la quatrième et dernière concept que nous avons développé, ce sont de faire pousser des champs de tabac, des petites bordures de tabac qui sentent très fortes, que les éléphants n'aiment pas, et donc sert aussi à les repousser. Donc ces actions combinées, ces 4 actions combinées ont un degré de résultat positif pratiquement à 100%. Ce sont des concepts faciles à implémenter ici, très faciles à implémenter ici, et en plus qui sont exponentiels. On peut autant les barrières électriques, c'est très difficile, c'est très cher. Alors comme nous nous appuyons aujourd'hui sur l'expérience kenyane, comment ça s'est passé en termes de réparation de dégâts causés par ces éléphants? Voilà, tout à fait. Alors au début, quand les éléphants détruisaient une partie du champ, il y avait une action directe qu'on voit actuellement ici, donc en phase primaire de développement, une action directe de compensation du champ. Mais ce que je tiens à souligner quand même, c'est que ces compensations ont 2 effets. Il y a déjà une compensation financière qui est de temps en temps nécessaire par manque de moyens. Et ensuite, il y a, et ce que je préférerais voir, et ce que nous préférons tous voir, c'est plutôt une compensation en nature. C'est-à-dire que si un champ de manioc a été détruit, donc au lieu de repayer, de compenser financièrement la production qui a été perdue, donc de proposer le même volume de manioc au paysan qui est là. Et donc de recréer une activité, c'est-à-dire de compenser une activité perdue par une activité existante. Donc ça sera à lui de récupérer le manioc, de le stocker, de le laver, de le conditionner, de le vendre au marché, tout ça, avant même qu'il puisse avoir des retours financiers. Donc ça, cette compensation en nature est quand même très importante. Il y a un autre défi, c'est la sécurisation de ces espèces. Parce que lorsqu'on nous parle d'une présence remarquable des éléphants, ça réveille aussi les esprits des braconniers. Comment arriver à les sécuriser convenablement? Jusqu'ici, il n'y a pas de rangers, il n'y a pas des éco-gardes. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un aspect malheureusement très humain qu'on a vu notamment au Kenya. L'ivoire a une valeur très importante. Et donc, on a un problème de braconnage très important. Je ne crois pas qu'on ait ce problème de braconnage ici de façon très forte, mais ça n'empêche pas la formation de ce qu'on appelle de rangers ou d'éco-gardes. Et c'est vrai qu'au Kenya, nous avons plus de 300 éco-gardes équipés de façon moderne avec 4x4, voitures, radio, communication, appareils visuels de balistique. Et nous avons aussi ce qu'on appelle le Air Wing, c'est-à-dire nous avons 3 petits ULM, 3 petits engins volants à 2 personnes qui permettent donc de faire la comptabilité donc des grands mammifères, des girafes aussi, des lions, et de suivre un peu leur migration.
pour former les éco-gardes, ce qui est quand même essentiel à la bonne tenue d'un sanctuaire. Pour former les éco-gardes, il y aura, à mon avis, et on a déjà discuté au Kenya, il va y avoir une formation qui va venir directement des Kenyans. Les Kenyans qui ont fait ça maintenant depuis des dizaines d'années, je pense qu'on va proposer à ces Kenyans de venir ici et de proposer leur méthode, non seulement de discipline, mais aussi de connaissance du terrain par rapport à la formation donc, des éco-gardes et puis la protection des éléphants contre les braconniers. Alors parlons de la présence des éléphants, il y a aussi les hippopotames, on n'en a pas fait allusion, mais nous comprenons qu'aujourd'hui ça réveille les esprits en termes de l'écotourisme qui faudra se développer dans le coin. Est-ce que ça vous tient aussi à cœur? Tout à fait. Alors, venant du Kenya, évidemment, l'écotourisme est une source de revenus très importante. Ça fait 3 jours que je suis ici. Je suis sidéré de ne pas voir un seul touriste. Je pense que la beauté du site est absolument exceptionnelle. Et l'écotourisme est une activité à développer ici de 2 façons. Une première phase qui va être un tourisme plutôt scientifique. Donc, on va voir, plus le projet se développe, on va voir de plus en plus, on va accueillir, inviter des groupements scientifiques américains, européens, qui vont venir ici et venir étudier donc, un bassin du Congo qui est quand même assez méconnu. Et donc, ça va nous faire une source de revenus assez importante. Et surtout, ça va nous permettre de communiquer et d'informer le reste du monde de l'importance de la biodiversité par ici. Et la deuxième phase donc, du développement d'écotourisme, ça va être donc le tourisme général, un tourisme très ciblé, un tourisme onéreux de gens qui sont prêts donc, à payer ce qu'il faut pour venir dans un endroit qui est absolument intouché par l'homme. Habituons-nous avec les différents termes environnementaux. On va prendre concept vert, on se retrouve juste après. Concept vert. La biodiversité ou la diversité biologique est la variabilité parmi les organismes vivants provenant de tous les milieux, qu'ils soient terrestres, marins ou d'autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cette variabilité comprend la diversité parmi les espèces, entre les espèces et au sein des écosystèmes. Une explication tirée du glossaire du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est encore les débuts de l'année. Comment vous définissez l'année 2020 en termes de réalisations? Alors, l'année 2020 est une année charnière pour Wildlife Works Carbon et pour les projets mondiaux comme ERA Congo. Donc, il y a quelques semaines, je suis retourné au Kenya où j'avais déjà passé une vingtaine d'années pour étudier de manière plus approfondie les systèmes qui font de ce projet le fleuron de Wildlife Works et avec comme objectif de pouvoir dupliquer les structures opérationnelles de Wildlife Works au Kenya sur d'autres projets internationaux. Le premier étant le Congo, puisque c'est un projet déjà très avancé. Donc il y a des structures opérationnelles à mettre en place pour que plus complexes, beaucoup plus sophistiquées et pour que ça marche encore mieux. Ensuite, avant d'aller au Laos et au Cambodge, nous avons 2 autres projets. Il va y avoir des visites sur des projets futurs qui vont se trouver en Éthiopie, qui vont se trouver au Ghana. On parle de Madagascar, on parle de Zambie, on parle aussi du bassin du Niger, la coalition ouest-africaine, donc un projet très important. Ensuite, ça va être l'Asie. Le Laos et le Cambodge, qui sont des projets qui existent depuis plusieurs années et qui maintenant font partie du groupe international donc de Wildlife Works, et aussi avec un nouveau projet en Indonésie qui me prend beaucoup à cœur, qui est un projet qui s'étend sur la pointe nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. Donc une forêt primaire, la dernière forêt où
nous nous retrouvons avec les 4 animaux les plus importants en liberté, les seuls au monde, l'orang-outan, le tigre, l'éléphant et le rhino. Votre mission en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province des Mai-Ndombe, vous a suffisamment renseigné sur le projet RED plus Mai-Ndombe? Alors, tout à fait. Je pense que 3 jours à Mai-Ndombe, 4 jours à Kinshasa, franchement, c'est un peu court. Le projet est gigantesque, littéralement, géographiquement, mais aussi au niveau humain. On parle ici de plus de 300 personnes qui sont dédiées, ils travaillent au jour le jour, d'arrache-pied pour essayer de construire ces écoles, ces centres hospitaliers et de supporter tous les efforts sur la biodiversité. Donc je reviendrai très bientôt pour parfaire mes connaissances. Vous êtes satisfait du moins? Tout à fait. Merci. Mais je vous remercie bien. Ok. Alors, Franck, qui est notre invité de ce soir, va juste nous partager son idée pour la planète, sa contribution pour la planète. C'est cette petite phrase que nous attendons tous et que nous allons partager ensemble. Merci à tous.